tous et à toutes. Merci d'être venus un dimanche matin à 11h. C'est gentil, ça fait plaisir de vous voir nombreuses et nombreuses dans cette salle du Carbone. On va commencer tout de suite, comme ça, j'espère qu'on aura le temps d'aborder un petit peu tous les sujets qu'on voulait traiter et éventuellement de prendre des questions du public. Voilà, le temps que les dernières personnes montent et trouvent des places, ce que je vais faire, c'est que je vais me présenter et ensuite vous présenter mes invités. Et puis on va commencer tout de suite sur la thématique, si tout le monde est prêt et prête. Alors du coup, moi je m'appelle Kat, je fais partie d'une chaîne YouTube qui s'appelle Bol chez Geek. On parle de pop culture, on parle de séries, de films, de cinéma, etc. Et on s'intéresse au sujet de société de manière générale, comment les œuvres de pop culture nous parlent de plein de choses. Voilà. Ça c'est pour la présentation de la chaîne et ensuite à titre individuel le sujet que j'ai proposé aux Intergalactiques et d'ailleurs merci à eux d'avoir accepté cette table ronde que je propose ce matin, c'est vraiment super. C'est des sujets qui m'intéressent au quotidien et que je travaille sous différentes façons, notamment avec le théâtre. Donc moi j'ai créé une pièce, je co-crée une pièce qui parle de l'identité et qui s'appelle Mon prénom et moi et qui aborde les sujets des questions comment on peut parler d'identité aujourd'hui avec un point d'entrée qui est le prénom. Voilà, ça c'est pour poser un petit peu le cadre et je vais vous présenter du coup mes invités en commençant par Wendy, tout là-bas, Wendy Delorme. Bonjour, merci d'avoir dit oui. Je suis très contente de t'avoir à ma table ce matin. Tu es autrice, performeuse, tu es chercheuse, tu es enseignante aussi, tu es pas mal de choses. Complète-moi si j'oublie des choses. Non, ça va. Ok. Pour l'instant, je m'en sors bien. Jérémy, à côté de toi, Jérémy Perrin, bonjour, merci beaucoup de me suivre encore aujourd'hui. Tu es réalisateur, scénariste. Voilà. Ça ira comme ça. Ça ira, ouais. Ok, super. À côté de moi, je reçois aussi Lucie. Merci beaucoup, Lucie. Donc, Lucie Chausseler, elle fait partie de la chaîne du Nexus 6, entre autres, mais c'est surtout une plasticienne et une artiste qui est spécialisée dans les maquillages de cinéma et d'effets spéciaux. Ça te va à peu près comme présentation. Sculptrice voilà. Aussi, exactement. De l'autre côté, on a Morgane Cossarieux, qui est également autrice, qui est traductrice aussi, et de notre dernière conversation, également tatoueuse. Voilà. J'ai oublié des choses. Et merci Sabrina d'avoir accepté de rejoindre en dernière minute notre table. Et toi aussi également, tu es beaucoup de choses. Tu es autrice, tu es scénariste, tu prépares des jeux de société. En tout cas, ta bio Wikipédia dit que tu participes à de la conception de jeux. Enfin, je me suis dit waouh, beaucoup de choses chez Sabrina. Voilà. Si tu veux compléter, préciser. Non, j'ai fait des jeux vidéo. Mais Des jeux vidéo, ouais. Exactement. Faudra corriger ta bio sur Wikipédia. Hein. Ouf, ça fait plus longtemps que j'ai laissé tomber toute idée de pouvoir faire quoi que ce soit sur Wikipédia. Ouais, c'est vrai. C'était un peu facile. J'ai cherché les mots-clés. Cette table ronde aujourd'hui, on va parler de plein de choses. On va parler de corps, d'identité, de sexualité, d'altérité. Bref, comment on peut aborder toutes ces notions-là à partir de la SF. Voilà, mais pas que. Et comme je suis très première de la classe, j'ai mon cahier, j'ai mes notes, j'ai une bible et un peu des sources que je pourrais vous donner à la fin. Et surtout, je le précise dès maintenant, puisque ça va être peut-être un peu gênant vu qu'il est assis au premier rang, mais je me suis aussi basée beaucoup sur un article de ce hors-série de Socialter qui est écrit par Stuart Plancavo. Donc voilà, je me permets de le préciser parce que c'est parce que je te vois au premier rang et que voilà, pour pas que tu sois prise au dépourvu. Donc, l'idée c'est de se dire que c'est pas grave, j'en ai plein cahiers. Que justement, ici c'est un festival qui est dédié aux littératures de l'imaginaire et que c'est un genre qui est assez chouette parce qu'il nous permet de faire plein de choses. C'est un genre que les publics anglophones appellent aussi des fois littérature spéculative. Et cet aspect spéculatif, c'est aussi ce qui nous permet de se détacher un peu de la réalité, de l'ici, de maintenant, pour parler de plein de choses et de choses très fondamentales, comme les possibles développements de nos sociétés, de nos réflexions, sur l'histoire de nos sociétés, notre actualité, etc. Et ça permet aussi de déconstruire énormément de choses parce que c'est un genre qui nous le permet et avec lequel on fait ça depuis très longtemps et donc ça nous permet notamment de déconstruire les normes, qu'elles soient de genre, qu'elles soient notamment en l'occurrence on va potentiellement parler d'hétéronormativité, qu'elles soient, enfin tout
toutes ces normes qu'on a dans nos sociétés et qu'on en ait conscience ou pas, et ben la SF, la fantasy, enfin les littératures de l'imaginaire se vouent à les déconstruire, à les questionner depuis très longtemps. Voilà. Petite introduction ni précise ni trop vague. J'espère que j'ai perdu personne. Et donc voilà comment ça va se passer. D'abord, je voudrais discuter avec vous des littératures de l'imaginaire comme éveil à plein de choses, plein de questionnements, plein de thématiques. Ensuite, de parler justement de comment on écrit des corps, des identités, etc. Comment on crée tout ça, comment on parle de tout ça aujourd'hui en 2021. Voilà un petit peu pour vous présenter comment ça va se passer. Vous l'avez peut-être lu dans le résumé, via la SF, via la fantasy, etc. On parle justement de tous ces sujets-là, et il y a plein de gens qui se sont éveillés à questionner notre rapport aux normes diverses et variées via tout ça. Quand j'ai écrit le résumé de la table ronde, j'ai mentionné par exemple le premier baiser interracial dans Star Trek. J'ai parlé du jeu vidéo Mass Effect où on peut avoir des possibilités de romance avec des personnages non humains, avec des personnages de genres différents. Voilà. Et donc, je voulais discuter avec mes invités de comment potentiellement ils et elles aussi se sont éveillés à ces questions-là via le prisme de la fantasy et de la SF. Voilà. Peut-être on peut commencer par toi, Morgane. Alors, j'ai une petite citation que j'aime beaucoup dans cet article et je me suis dit que peut-être ça te parlerait. Donc, c'est une citation de Mélanie Fazi qui est extrait de son extrait « Nous qui n'existons pas ». Dystopia Workshop 2018, et cette citation, elle nous dit « Ce n'est sans doute pas un hasard si le fantastique me parle autant. C'est le genre de l'étrange, par excellence, qui soulève le voile des apparences et donne la parole aux monstres, à la sorcière, à ceux qui ne sont pas comme les autres et qui parfois ne désirent qu'être acceptés pour ceux qu'ils sont. » Alors, elle dit des choses très bien, Mélanie. Bonjour Mélanie, je ne sais pas si elle est là aujourd'hui. Non, elle n'est pas là. Bon, tant pis. Ce qu'elle dit, c'est très vrai, mais je trouve surtout par rapport... ça a commencé plutôt dans les années 70. Alors moi, je vais vous parler du vampire parce que c'est ma spécialité. Je n'y connais pas grand-chose en sorcière ou autre monstre, ni même en SF. Mais le vampire, alors dans la littérature, au début, ça va être plutôt considéré comme l'étranger, comme l'autre, parce que c'était souvent un comte ou un noble qui venait de l'Europe de l'Est pour s'attaquer à des British. Et on pouvait pas s'identifier à ce vampire, on avait vraiment du mal à se reconnaître dans ce vampire. Mais déjà à cette époque-là, surtout dans Carmilla, le vampire était porteur de thèmes marginal et de thèmes lesbiens homosexuels. Mais c'est à partir des années 70 où les mentalités se sont un petit peu relâchées avec mai 68 et tout, que le vampire, toujours porté de ce thème homosexuel, a pu prendre la parole, utiliser le jeu, et là on a commencé donc avec Anne Rice et Entretien avec un vampire à pouvoir s'identifier au vampire, à vivre avec lui vraiment. Et toi, Entretien avec un vampire, c'est vraiment une œuvre qui est vraiment marquante pour toi. Oui, alors moi j'avais 8 ans quand il était sorti au cinéma, je sais pas pourquoi j'avais été complètement fascinée par cette affiche assez mystérieuse, et bon, j'avais 8 ans, donc évidemment ma mère ne voulait pas que j'y aille, mais elle avait laissé traîner le bouquin dans son étagère, donc j'ai lu le bouquin à 8 ans, et c'est vrai que ça m'a complètement retourné l'esprit, et oui, c'est vraiment une œuvre extrêmement marquante pour moi. Eh ben, merci déjà d'avoir commencé, d'avoir été la première. Sur ce lien que tu as entretenu, je vais dire tout au long de ta carrière, même si ça fait un peu carrière finie, mais pas du tout. C'est vraiment, t'es dans la piste de lancement, voilà. Très très bien parti. Ce thème-là, est-ce que tu dirais que même aujourd'hui, par exemple, je vois Vertèbre qui est sur tes genoux, qui est même pas encore sorti. Non, ça sort le 7 octobre. C'est une œuvre qui t'accompagne en permanence, ou est-ce que tu as réussi au bout d'un moment de tes réflexions, de tes essais aussi, parce que tu as quand même un essai conséquent sur le vampire et le bayou, etc. Tu as beaucoup réfléchi à cette question-là. Est-ce que c'est une œuvre que tu as dépassée
ou est-ce que c'est une œuvre qui est encore hyper présente? Alors, c'est intéressant comme question. Je pense que je l'ai enfin dépassé après 4, je sais plus, j'ai pas compté, mais 4 ou 5 bouquins qui sont vraiment toujours. Il y a toujours une petite part d'hommage à Entretien avec un vampire, ou comme une petite part d'hommage à Buffy contre les vampires, parce que c'est vrai que dans les œuvres vampiriques, je pense que c'est celle que j'ai le plus vue étant ado, et c'est forcément ça qui a été très fondateur pour moi. Mais oui, je pense que j'ai réussi à le dépasser. Alors j'ai écrit pas mal de bouquins de littérature générale qui parlaient pas du tout de vampires. Mais là, le prochain, Au diable Vauvert, alors je vais m'attaquer à une autre créature du bestiaire fantastique. Et donc il n'y a pas de vampire et il n'y a aucune référence pour une fois à Entretien avec un vampire. Donc ça y est, je suis guérie. Voilà. Merci. Peut-être je vais me tourner vers toi, Wendy. Et justement, en parlant de textes qui nous ont éveillés, qui nous ont marqués, et du fait justement que toutes ces réflexions-là dans la littérature, elles sont pas du tout nouvelles. Moi, quelque chose qui m'a marqué à la lecture de Viendra le temps du feu, c'est la présence énorme de Monique Wittig dans ton écriture, dans la manière dont tu as construit ton livre. Et peut-être que tu pourrais, si tu as envie, nous parler de comment éventuellement ça t'a influencé ces lectures-là, comment aujourd'hui tu les transportes aussi avec toi dans ce que t'écris. Monique Wittig, je l'ai découverte à travers le recueil La pensée straight, et son œuvre littéraire, je l'ai découverte un peu plus tard. Je crois qu'en France, c'est surtout dans les cercles féministes que La pensée straight a été diffusée dans les années 2000. Il y a une sorte de redécouverte avec la publication chez Ballant. Et dans ces cercles-là, parfois l'œuvre littéraire, elle est moins connue. Un jour, on m'a commandé un chapitre d'ouvrage sur Wittig et la matérialité du langage. Enfin, c'était sur les rapports de Wittig avec le marxisme. Et au final, c'est sur la... Quand je vais faire ça En fait, Wittig, elle fait partie de ces féministes qui accordent une importance au langage et à la culture, et qui ne veulent pas minorer le poids de la superstructure sur la structure. Contrairement à un marxisme orthodoxe qui consisterait à dire l'oppression vient de la base, donc l'exploitation du corps prolétaire, les usines, etc., et vient nourrir la superstructure, donc la culture, le langage, la religion, etc. Ça circule évidemment. Et donc du coup, j'ai travaillé sur Wittig pendant 1 an pour faire ce chapitre. Et donc j'ai lu toute son œuvre littéraire que je connaissais de manière parcellaire. Et je crois que je suis devenue lesbienne à cause de Monique Wittig, en lisant La pensée straight. Enfin, je savais déjà, mais je me suis dit oui, en fait, c'est pas juste une attirance, c'est un choix politique. Et elle m'a aussi influencée d'un point de vue littéraire. Et il y a eu l'anniversaire de la publication des Guerrières à la Maison de la Poésie il y a, je crois, 2 ans. Suzette Robichon, Rebecca Chaillon, Virginie Despentes et d'autres lisaient des extraits et ont fait venir sur scène plein de personnes queer qui disaient les prénoms des guerrières. Les Guerrières est un roman qui est émaillé de prénoms. Il y a des pages entières couvertes de prénoms. Et l'idée, c'était d'incarner ces guerrières en montrant que c'est pas juste des femmes cisgenres et qu'une pluralité de corps et d'identités peuvent se reconnaître et incarner les guerrières. Sur scène, on m'a attribué 4 prénoms à lire: Galatée, Zaïd, Annonciade, Constance et Victoire. Ça fait 5. Et c'est devenu des personnages du roman que j'étais en train d'écrire. Enfin, c'est un mix de... On m'a demandé d'écrire sur Wittig, elle m'a nourri, elle m'a forgé, et cet événement, voilà. Ce que je trouve aussi super intéressant dans ce que tu écris de manière générale et aussi dans ce qu'elle écrit, c'est de se dire, justement, on parlait de ça n'a rien de nouveau, ces questionnements sur la langue, sur comment on parle, et ça n'a surtout rien d'anodin. Et justement, moi, il y a une chose que j'aime beaucoup, c'est la manière dont elle a commencé à travailler sur la déconstruction du masculin, mais par la langue et par le rapport au langage et à l'écriture. En l'occurrence, pour celles et ceux qui ne le savent pas, Monique Wittig, elle a écrit un roman, en tout cas une œuvre de fiction qui s'appelle Opoponax dans les années 60, 1964 si je dis pas de bêtises, qui est écrit au on, donc le neutre on.
et qui disait d'ailleurs, alors je ne sais plus si je me suis noté exactement la citation, mais elle disait, avec ce pronom qui n'a ni genre ni nombre, je pouvais situer les caractères du roman en dehors de la division sociale des sexes et l'annuler pendant la durée du livre. Donc elle disait, ce livre, pendant la durée du livre, j'ai réussi, par ce travail littéraire-là, à annuler cette distinction-là. Et puis c'est un travail qu'elle a poursuivi, et en l'occurrence, dans Les Guerrières, on a le L pluriel. Et ce travail-là, je trouve intéressant, et je trouve qu'il se diffuse aussi dans la manière dont les gens commencent à penser le rapport à la langue et à l'écriture. Et au fur et à mesure du temps, ça s'est vraiment perfusé chez plein d'auteurs et d'autrices, et notamment chez toi, parce que, en tout cas, moi, ce que je ressens quand je te lis, c'est ce rapport à l'écriture, il est primordial, en fait, et même dans la manière dont les personnages eux-mêmes ont un rapport à l'écriture, dans ce que toi tu écris, et de comment ils se construisent par rapport à ce qu'ils lisent et par rapport à ce qu'ils écrivent. Et Wittig, elle a beaucoup théorisé son propre rapport à l'écriture dans un livre qui est moins connu d'elle, qui s'appelle Le Chantier littéraire, qui est en fait sa thèse. Elle revient sur les autrices et les auteurs qui l'ont nourrie. Et elle fait un retour sur son rapport à l'écriture. Et c'est vrai que toute son œuvre, c'est entre autres une tentative de déconstruction de la domination dans la langue. Ça se joue pas qu'au niveau de la domination du genre masculin, ça se joue à plein d'autres niveaux aussi, parce qu'elle croit dans la matérialité du langage. Enfin, c'est pas qu'elle croit, c'est qu'elle l'affirme, et elle dit les mots ont une matérialité parce qu'ils occupent de l'espace sur la page, ils occupent un volume sonore, et ils agissent le réel. Et c'est ce qu'elle appelle la plastie du langage sur le réel. Et dans son processus d'écriture, et c'est quelqu'un qui, je pense par exemple notamment Les Guerrières, gagne à être lu à voix haute. Parce que ça agit. En fait, nos cadres de perception du monde sont agis par le langage. Et la manière de nommer les choses peut les faire exister, ou peut les tronquer, les mutiler, etc. Et c'est vraiment ça, c'est ça le cœur de son travail, je pense. Et du coup, parce que via Monique Wittig, je parle aussi beaucoup de ton travail, mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est la manière dont ce processus d'intériorisation de tout ça et de prise en conscience et d'application dans le réel, il se ressent beaucoup, notamment à travers un des personnages de ton roman, qui est Élise Louise, qui lit, et au fur et à mesure de ce qu'elle lit, alors c'est un personnage qui a déjà beaucoup de questionnements sur la société dans laquelle elle vit, mais ça va aussi l'éveiller à tout ça, en fait. Cette lecture, elle va juste radicalement la changer. Ça m'est venu assez tôt, l'idée qu'il y aurait d'autres livres dans le livre. Et les livres que j'ai mis dans le livre sont là pour guider mes personnages vers eux-mêmes, finalement, enfin, vers eux-mêmes et vers elles-mêmes. Et les passages que j'ai sélectionnés des Guerrières, donc alors, je vous spoil, j'ai rien inventé. C'est comme dans Fahrenheit 451, les livres sont interdits, seuls les livres de divertissement sont autorisés, et mes personnages, pour certains, tentent de sauver des livres, et pour d'autres, découvrent des livres. Et Louise, elle tombe sur les Guerrières, mais elle ne sait pas que c'est les Guerrières de Wittig. D'abord, elle est née après l'édiction du Pacte national qui a mis fin à toute publication qui ne serait pas autorisée et produite dans le cadre d'un divertissement. Donc elle ne connaît pas le nom des auteurs. Enfin, elle n'a pas de culture. Comment dire ? Elle n'a pas d'idée qu'il existait des livres avant qui étaient autre chose que les livres vendus au supermarché au poids. Voilà. Et quand elle découvre les Guerrières, il y a pas à la couverture, elle sait pas, mais c'est elle au pluriel qui parle, et elle se demande si elles ont vraiment existé. Et les passages qu'elle lit, c'est les mots t'empoisonnent la glotte, les mots que tu parles t'empoisonnent la glotte, les lèvres, le palais. Et elle prend conscience que le langage qu'on parle dans la société où elle vit est un langage tronqué, un langage mutilé, et qu'il y a d'autres manières de dire les choses, et qu'un autre monde a existé ou est possible. Et du coup, là, je fais germer le doute que peut-être les Guerrières ont existé, et en fait, ça ouvre sur une autre trame narrative du roman. Et alors, je précise que
comme c'est ma table ronde et que je me suis fait plaisir, je passe un petit temps chacun avec vous, individuel, c'est un peu mon cocon avec vous. Mais après, vous aurez évidemment des moments de questionnement croisés. En tout cas, avant de continuer d'avancer sur le fil de la table ronde, sur cet aspect aussi de lire à voix haute et de cette sonorité, moi j'ai été hyper contente de trouver, je crois que c'est la Maison de la Poésie qui a mis ça en ligne, justement une partie un peu mise en scène spectacle où tu lis, il y a d'autres personnes qui lisent avec toi des parties du roman, il y a une musicienne qui joue en live, enfin c'est un truc très impressionnant et très... Enfin, moi, je sais que ça m'a beaucoup plu de l'entendre déclamer, de l'entendre lire et de l'entendre surtout mis en musique. Voilà, je vous conseille, c'est trouvable sur YouTube notamment, et il me semble que c'est la Maison de la Poésie qui l'a mis en ligne. Voilà, je vous conseille vraiment d'écouter ça. Si je peux juste ajouter une précision, les personnes qui lisent les textes de mes personnages sont concernées par ces personnages. Ce sont des personnes qui sont aussi auteurs et autrices et qui partagent au moins un trait fondateur de l'identité des personnages. C'était important pour moi. Voilà. Eh ben, merci pour cette précision qui est importante. Je vais continuer un petit peu mon petit tour et quand on parle de l'altérité, il y a un sujet qui me paraissait intéressant d'aborder et je pense que je vais commencer par l'aborder avec toi, Sabrina, si t'es ok, qui est l'expérience de l'altérité. Et l'altérité, c'est un mot fort parce que l'altérité, quand on dit altérité, on parle de l'autre et donc quand on désigne quelqu'un en disant l'autre, on lui dit t'es pas pareil en fait. Et est-ce que c'est une distinction qui a du sens, qui est pertinente? Est-ce que c'est ok de dire à l'autre tu n'es pas pareil ou pas? Et par contre aussi le questionnement se pose à l'inverse, se dire expérimenter d'être l'autre, qu'est-ce que ça peut nous apporter? Et en l'occurrence, en lisant cet article-là, j'ai trouvé une citation de toi, Sabrina, que j'ai trouvé particulièrement intéressante sur le fait d'expérimenter l'altérité. Je vais te la lire, si tu veux bien. Je vais te lire. Et si tu as envie de réagir à ça et d'en discuter avec nous. Donc, ça parle de l'écriture de Sous la colline. Et donc, je vais lire ta citation. Le personnage principal, Colline, est un passage essentiel car pour la première fois, je pouvais me projeter dans un corps, dans une vie dont je pouvais ne pas avoir honte. J'avais besoin de me sentir dans cet espace intime-là. J'étais au Corbusier, j'écrivais, j'enquêtais. Colline faisait pareil, dans le même appart, la même démarche. J'avais besoin de m'écrire pour accepter de me regarder. Je n'aurais pas compris tout ce que je suis si je n'avais pas écrit. C'est fort. Je me souvenais pas avoir écrit ça, mais moi je comprends pas trop le concept d'altérité parce que honnêtement je suis rentré dans la matière très très tard dans ma vie. Moi je viens du rêve et dans le rêve c'est indifférencié, c'est chaos et j'avais pas de cosmos, moi j'ai jamais eu, tout ce que j'ai eu c'est à un moment donné la véritable sensation d'avoir une trajectoire que je n'identifiais pas encore et je comprenais pas ce que c'était et bon moi j'étais pas en contact avec mon corps, j'ai pas été en contact avec mon corps pendant des années, mais quand je parle de des années c'est des décennies, c'est-à-dire 30-35 ans, vraiment des choses comme ça. Je l'ai été brièvement entre 7 ans et 16 ans peut-être, quelque chose comme ça, puis la réalité m'a pété les genoux et puis mais moi je viens du rêve, donc je viens de cette texture-là, je viens des lumières, des moires, des choses comme ça, et c'est là-dedans que moi j'ai bâti ma sensation de trajectoire. Et je crois que tout ce que j'ai fait finalement, c'était inventer des formes et des pratiques de sensualité avec le monde qui étaient qui a longtemps et très longtemps été le dessin, puis après été l'écriture, quand l'écriture est devenue quelque chose de beaucoup plus comment dire malléable, et que j'ai commencé à non pas maîtriser, mais en tout cas à comprendre un tout petit peu comment faire les choses pour les enrouler autour de moi-même et du monde. Et progressivement, l'écriture m'a amené à partager de plus en plus dans mon travail la construction même de cette direction et de cette trajectoire. Et donc, je pense qu'à un moment donné, Colline a été très important, parce que Colline a été
Enfin, moi, j'avais des gros problèmes avec cette brèche, en fait, cette faille qu'il y avait entre le monde et moi. C'est-à-dire cette incapacité totale de pouvoir entrer dans le monde avec mon corps, quoi. Et je pense qu'à un moment donné, j'ai créé des sortes de talismans, des sigils, quoi, magiques, parce que ma pratique magique, elle est là aussi, dans cette et à un moment donné, je me suis rendu compte qu'en fait, ce que je faisais, c'est que soit je préemptais mon existence, soit je la rétrofitais en fait sur mon expérience, et que les deux timelines en fait arrivaient à s'enlacer dans ma vie présente. Et donc j'ai commencé à tout mêler. Et quand j'ai créé Colline, alors c'était une sensation assez étrange. Je vais vous partager un truc assez intime, mais bon, je vais vous le dire quand même. Donc je me suis projeté dans cette femme que je comprenais pas, parce que moi j'acceptais pas de pouvoir être la femme que j'étais, en fait, tout simplement, même si je comprenais pas ce que ça voulait dire. Moi j'avais des éléments piochés dans ma culture, enfin des choses que j'avais pris comme sorte de pas de divinité, mais en tout cas de ma reine, enfin Kate Bush. Mais c'est pas le truc ultime, en fait. Et donc je me suis projeté dans Colline comme ça, et en fait ce que je voulais avec Colline, c'était me montrer à ma mère, en fait. C'est débile, mais et parce que ma mère me lit peu, en fait, et donc j'avais envie de lui dire, voilà, je voudrais que tu lises ce livre-là, quoi, et que tu vois, je sais pas quoi. Et elle m'a lu le livre, elle m'a répondu, elle m'a dit, mais j'ai adoré cette petite, en fait, quoi. Et ça m'a donné confiance, quoi. Et du coup, pour la première fois, je me suis vu dans le temps, et je me suis dit, est-ce que je peux me rapprocher de cette personne? Et la construction de cette sensualité avec elle, ce franchissement-là du seuil envers elle, cette trajectoire-là, elle a été très compréhensible pour moi, et je l'ai approfondie vraiment avec le roman d'après, où vraiment je m'étais en destin de 3 femmes, et là je m'étais vraiment engagé dans un processus, me disant, bon, si j'arrive à les faire parler depuis l'intérieur de moi-même, et qu'elles arrivent à me dire des choses, alors là, peut-être que j'accepterai cette existence-là. Et j'ai fini Toxoplasma, et j'ai réussi à faire ça, et puis après, je suis allé vers. Et je suis toujours en train d'aller vers, quoi. Et cette sensualité, maintenant, elle prend d'autres formes. C'est-à-dire que, oui, j'ai compris mon corps, j'ai compris comment je danse, j'ai compris plein de choses, mais pas simplement c'est pas sexuellement sexuel, c'est vraiment quelque chose de plus profond. Mais les pratiques ont toujours été des constructions de moi. Et quand j'ai recommencé la couture il y a 2 ans, cette couture qui m'avait aidé justement entre 7 ans et 16 ans à faire des corps en dehors de moi, à les donner, à les draper, quand j'ai repris ça, en fait, j'ai repris le travail de la main, j'ai repris le contact avec moi-même, quelque part, c'est comme se toucher soi-même, quoi. Et là, j'ai commencé vraiment à me bâtir mes peaux, quoi. Et là, j'en suis là aujourd'hui. Ouais. Merci. En plus, tu m'as fourni une excellente transition pour me tourner vers Lucie, avant de revenir vers Svotou, parce que tu viens de dire créer des corps en dehors de soi. Et je pense que c'est une bonne définition de ce que tu fais, de ton rapport à l'autre, parce que toi, Lucie, et c'est pour ça aussi que je tenais énormément, et d'ailleurs merci d'avoir accepté, parce que je sais que c'était pas forcément un exercice qui fait partie de tes préférés, mais de te prêter au jeu de la table ronde. Créer des corps, toi, tu crées littéralement des corps. Oui, c'est ça. Du coup, moi, ce qui est fou, c'est que moi, c'est plastique, donc c'est exclusivement visuel. Donc, quand je crée un design ou un corps ou un nouveau visage, je me dis, voilà, c'est visuellement, il faut que ça raconte ça. Donc, je peux pas parler de, voilà, on peut me donner on peut me parler de sa psychologie et je vais essayer de voir ce qui peut transparaître physiquement, mais c'est hyper compliqué en fait. Donc c'est là la différence avec peut-être pouvoir écrire des livres et exprimer vraiment ce qu'on a à l'intérieur. Ouais. Et du coup, toute cette expression-là, j'imagine que tu le mets dans le moindre détail et que la matière est signifiante, la couleur est signifiante, la forme est signifiante. Et est-ce que des fois ça t'est arrivé de te dire, ou peut-être que même ça t'est arrivé de pouvoir discuter avec les gens directement de tes œuvres, peut-être en les présentant, mais quand on les voit par exemple, nous à l'écran, à l'image, etc., on n'a pas forcément la chance de pouvoir en discuter avec toi. Est-ce que des fois tu t'es dit, j'aimerais bien vraiment discuter avec les gens et leur dire, cette œuvre-là, vraiment cette matière et cette couleur-là, c'est important parce que... Ouais.
Je sais pas, parce que j'essaye justement de faire en sorte que, oui, en fait, j'ai envie d'en parler quand ça fonctionne pas, en fait. Quand je me dis merde, je suis passée à côté d'un truc, il a pas l'air, voilà, il a pas l'air si sympa, ou elle, enfin voilà. Mais sinon, ouais, non, sinon, bah, je me dis que si ça marche, si les gens ont ressenti ce qu'il fallait. Après, c'est tellement vaste aussi, c'est que, enfin, j'ai bossé sur tellement de personnages différents, et puis parfois c'est presque rien, ça peut être juste une transformation, un nez. Donc voilà, c'est un peu, ouais, c'est un peu. Et après, ce qui se ressent vachement aussi dans ton travail, alors moi, évidemment, je suis un peu biaisée parce que j'ai le prisme YouTube, Nexus, Ouais. etc. Donc science-fiction, donc où tu crées des personnages aliens, etc. Mais dans l'ensemble de ton travail, et notamment dans ce que tu crées au quotidien, qui est pas forcément pour la chaîne, dans ce que tu postes sur tes réseaux, t'as beaucoup en fait, tu ne représentes pas forcément de l'humain, même tu ne représentes souvent pas de l'humain au sens anthropomorphe, etc. Tu t'es plutôt dans, on va avoir des créatures un peu mystérieuses, on va avoir des dinosaures, on va avoir des choses. Pourquoi? Bah, il y a des choses que j'aime profondément. Voilà, j'adore les aliens, j'adore les dinosaures. C'est quelque chose qui m'inspire beaucoup. J'adore les animaux, voilà. Mais il y a aussi bah, les commandes sur les tournages, et c'est là où c'est parfois le plus compliqué. Bon, c'est sûr qu'avec Nexus, j'ai une liberté, donc on va juste parler de trois choses, et puis ils vont me dire vas-y, fais-toi plaisir. Donc ça, c'est super. Mais sinon, pour des commandes, voilà, pour d'autres tournages, faut vraiment discuter là. Enfin, il y a des choses notamment qui sont pas encore sorties, mais j'ai travaillé sur un cours là qui va sortir. Où voilà, c'est toute une histoire autour d'un robot, et rien que ce design de robot, ça a été extrêmement compliqué. Enfin, c'est le placer déjà dans le voilà, dans le présent, dans le futur, quelle époque on est, comment ça fonctionne. Ça peut avoir 1 milliard de designs différents, donc c'est des allers-retours constants entre voilà, ce que le réalisateur a en tête, et moi, et aussi surtout le choix de l'acteur est très important, de l'acteur ou de l'actrice. Là, c'était une actrice en l'occurrence, parce que on se rend pas toujours compte, mais le design va aussi dépendre beaucoup du physique de la personne. Et il y a des choses où on peut pas faire de miracle. Là, par exemple, il y avait toute une contrainte sur c'est un robot, on lui arrache le visage. Donc on voit en dessous que finalement elle a pas de nez, c'est une espèce de mélange entre un robot et un crâne. Alors toute cette problématique du nez, c'est bête, mais bon, au début la première actrice, son visage ne fonctionnait pas. Je ne peux pas couper des bouts de visage, clairement. Et donc ça a été un problème. On a changé d'actrice pour que ça fonctionne, parce qu'ils voulaient faire intervenir le moins d'effets spéciaux numériques possible. Parce qu'il est possible, comme Voldemort, de faire un cache vert sur un visage et d'enlever en post-prod, voilà. Mais là, ils voulaient vraiment le côté réel. Donc voilà, en fait, je suis contrainte par plein de choses. Et c'est aussi souvent ce qui va faire voilà, ressortir le design au final. Et parfois, il y a des très bonnes surprises. Et bien souvent, quand on commence par des croquis, ou même quand je travaille avec d'autres gens qui me font des croquis pour moi, ça ressemble pas tant à ce que ça va être à la fin, quoi, parce que j'ai des contraintes. Après, quand c'est des créatures beaucoup plus, quand je passe par le masque, par exemple, j'ai beaucoup plus de liberté, parce que j'ai pas cette contrainte de la prothèse vraiment à caler sur un visage. Mais d'accord. Et on va y revenir à ça. Je garde pour la suite. Donc, on a eu on a eu des autrices pour l'instant 3 qui écrivent ces personnages, qui écrivent ces corps, ces identités, etc. On a vu avec Lucie qu'on pouvait aussi les matérialiser à partir de juste d'éléments matériels. Toi, Jérémy, t'es un peu un espèce de super combo, parce que avec l'animation, c'est un peu une expérience totale entre guillemets, c'est-à-dire que toi, les corps que tu crées, comme t'es scénariste, que tu dessines, que tu réalises, etc., que tu animes, en fait, tu les crées de A à Z, toi. C'est-à-dire que toi, directement, tu dois leur donner leur contexte, leur identité, leur histoire, mais aussi leur physique, et qui n'est pas un physique que nous, lecteurs, on va se projeter et s'imaginer comme on veut. C'est un physique que tu dois décider. Comment ça se passe pour toi ?
Ouais, c'est ça. Moi, je suis un petit peu entre toutes les personnes qui ont parlé, c'est-à-dire que effectivement, j'ai ce côté littéraire, mais uniquement à travers le dialogue, en réalité, des personnages, leur manière de parler et leur physique, effectivement, et leur mouvement aussi, quand même, la manière dont ils se déplacent. Et moi, c'est un truc très important puisque je fais de l'animation. Pour moi, les mouvements, la nervosité des corps, la façon de se tenir droit, pencher, etc. Enfin, tout ça j'essaye de le prendre en compte pour exprimer les personnalités de chaque personnage, etc. Et c'est vrai que je pense aussi que l'expérience de l'altérité quand on est scénariste, c'est aussi de se projeter dans tous ces personnages qui sont à la fois un peu nous-mêmes et pas du tout aussi, parce que c'est aussi intéressant même de se projeter dans des personnages qu'on n'aimerait pas être. Enfin, moi, c'est ce que je crois aussi. Et moi, j'essaye aussi à chaque fois d'aimer tous mes personnages, qui soit, quoi, et c'est-à-dire même des personnages, des grands méchants, etc. Bon, il y a quelques persos j'ai jamais réussi, mais que j'ai participé à écrire, mais voilà, effectivement, moi, il y a ce truc de les questions que je me pose, c'est en fait, j'essaye aussi de dessiner les personnages le plus tard possible. J'essaye d'abord d'écrire le plus longtemps, enfin d'être dans l'abstraction dans un premier temps. J'écris avec un co-scénariste qui, lui, par contre, aimerait beaucoup que je lui fasse des dessins très tôt pour se projeter un peu dans l'univers qu'on est en train de bâtir. Et donc, c'est un peu une tension qu'il y a entre nous sur non, moi je veux pas, parce que je veux pas me fermer de porte et essayer de me surprendre le plus tard possible aussi, et de me laisser des libertés encore d'interprétation des personnages de manière visuelle. Et ouais, c'est un mélange instinctif un petit peu, et puis en même temps quand même de pragmatisme finalement, parce que au bout d'un moment on se dessine un contexte social autour du personnage, la façon dont ce personnage va être habillé, maquillé ou pas, coiffé. Et puis il y a aussi des conventions un petit peu. Par exemple, j'ai le personnage de Aline dans mon prochain film qui a une frange parce que la plus basse possible, parce que je voulais qu'elle. En fait, c'est un personnage qui est assez blasé, qui a une vie un peu difficile et qui a un problème avec le fait d'être heureuse. Et du coup. Ça lui fait une espèce de poker face très. Enfin, j'ai exagéré, c'est-à-dire qu'elle a déjà les yeux un peu mi-clos de base, mais en plus on voit pas ses sourcils et sa frange descend encore sur ses sourcils, si bien qu'on n'arrive jamais bien à lire son expression et elle se cache un peu, quoi. Donc il y a une manière comme ça aussi, à travers les coiffures, le physique, etc., d'exprimer l'intériorité des personnages. Carrément. Je suis hyper contente de mes intervenants parce qu'à chaque fois, elles me trouvent toutes les transitions entre les sujets que je vais aborder. Ça fait un fil rouge hyper fluide. Merci beaucoup parce que justement, j'aimerais bien qu'on passe à aussi une partie où vous pouvez échanger les uns les unes avec les autres. Et justement, le thème général un peu de cette table ronde, c'est de se dire, mais comment aujourd'hui, en 2021, on écrit, on crée des corps, des identités, des sexualités, etc. Quelles sont les questions qu'on se pose en fait quand on est créateur, créatrice, que ce soit dans tous vos champs similaires ou différents. Et il y a plusieurs points que je peux proposer pour ouvrir le débat, mais après vous êtes au fil de vos échanges les uns les unes avec les autres, je pense qu'on peut partir dans des directions très diverses. Moi, je voulais dire en préambule, un des sujets que j'ai choisi pour aborder cette question d'identité dans mon travail à titre personnel, c'est ma porte d'entrée entre guillemets, c'est le prénom. Parce que je trouve que c'est un truc qui est assez intéressant dans la manière dont on va se présenter, même dans notre vie courante. Une des premières choses qu'on dit de nous aux autres, c'est notre prénom. Bonjour, je m'appelle. Et ce prénom, ou même parfois le nom de famille aussi, ça dit énormément de choses de nous, qu'on le veuille ou pas, en fait. Ça peut dire éventuellement notre genre, ça peut dire nos origines, ça peut dire notre classe sociale, ça peut dire beaucoup de choses. Et donc, constituer l'identité d'un personnage, ça passe par des éléments qui peuvent paraître anodins, mais qui ne le sont pas du tout. Et nommer et décrire un personnage, c'est quelque chose d'important, en fait, voire même de politiquement important, puisqu'il y a un pouvoir dans le fait de nommer. Et donc, qui nomme qui nomme quoi? C'est une vraie question et j'aimerais bien qu'on discute de ça tous et toutes ensemble. Si jamais quelqu'un se sent de partir
en premier? Je vais commencer. Alors, pour ta première question par rapport au travail des corps, alors moi, je vais souvent prendre des éléments qu'on va qu'on va plutôt considérer comme répugnants et essayer de les rendre attirants, sexuellement attirants. Donc, je vais avoir beaucoup de personnages qui sont vraiment très très maigres, à la limite de l'anorexie, vraiment très mortifères, plutôt malades. Des personnages qui suent, qui crachent des fluides, et je vais essayer de rendre ça sexuellement attirant. Dans mon prochain roman, on va plutôt vraiment travailler sur la difformité du corps, sur les poils, sur des choses comme ça, mais toujours liées avec une certaine attirance. Et pour les prénoms, alors ça, c'est vrai que toujours on va plutôt essayer d'aller vers un prénom qu'on trouve cool. Mais attention, enfin justement après je trouve qu'il faut se méfier de ça, des livres avec des personnages et que des noms trop cool. Des fois ça peut aussi devenir ridicule de mettre trop de cool. Et c'est vrai que dans mes romans souvent j'ai essayé de mettre des trucs cool qui justement ont l'air vraiment vraiment ridicules pour mettre une certaine dose d'humour limite dans le prénom. Par exemple mon personnage de vampire le plus cool, c'est un personnage de vampire punk, et je sais pas, j'avais trouvé plein de noms anglo-saxons, puis au final j'avais décidé de l'appeler Jean-François, et, et au final il se fait appeler JF quoi. JF c'est pas spécialement cool, mais je trouve que ça lui va bien et que c'était un bon choix. Et dans Rouge Toxique, alors Rouge Toxique c'est un roman IA à deux voix, donc t'as le vampire et la jeune fille. Le vampire, bon, il a un prénom, il est arabe, du coup, il a un prénom arabe assez cool, Farouk, que je trouvais que c'était un joli prénom, donc je l'ai juste choisi parce que c'était un joli prénom, quoi. Et elle, par contre, je l'ai appelée Barbie. Barbie, pour faire référence à tous ces prénoms un peu cons de trucs de vampires pour ados, genre Buffy, Bella, Suki. Enfin, je me suis dit, allez, je vais faire pousser encore plus loin la bêtise avec un prénom en B qui finit par I. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'entre vous veut aussi rebondir? Peut-être on peut même élargir, parce que au-delà du fait de nommer, il y a aussi le fait de décrire, et choisir de décrire un corps ou pas le faire. C'est pareil, c'est un choix qui est hyper intéressant dans notre démarche de réflexion. Comment on pense aujourd'hui nos idées, nos représentations, nos identités. Et est-ce que, par exemple, dans la littérature, on a forcément besoin de décrire les personnages, de leur donner des corps et donc des caractéristiques physiques? Moi, je veux bien intervenir. Je me suis retrouvé dans la situation à écrire Mars Express, donc que personne n'a vu, puisque le film est en cours de fabrication, voilà. Ou d'être dans un film dans lequel il y a énormément de robots, et il y avait des robots assez importants dans le film, notamment un où ça me tenait à cœur c'est par réflexion et sur le rapport aux robots, entre les humains et les robots, etc., d'avoir un robot qui n'avait pas de visage, plusieurs corps, parce que si il meurt, il peut se retélécharger. Enfin, il a un backup qui se souvient peut-être pas du moment où il est mort, puisque ça n'a pas été sauvegardé, et qui peut changer de voix. En fait, il y avait cette idée que les robots n'ont pas de genre, et que la voix qu'ils prennent ou les mouvements qu'ils prennent sont uniquement faits pour leur interlocuteur. C'est une espèce de manière c'est juste une représentation en fait. Mais eux n'ont pas besoin de ça, et en fait ils peuvent jouer ce jeu, et c'est pour ça qu'il me fallait des mouvements qui soient les plus androgynes possibles, de sorte que le spectateur lui-même se pose la question de savoir si c'est un homme ou une femme. Non, en fait c'est ni l'un ni l'autre, mais il y a quand même cette performance qui est jouée par le personnage à l'attention des humains. Et d'ailleurs, tu parles de Mars Express et ça me rappelle une discussion qu'on a eue, parce que j'ai déjà eu la chance qu'on puisse s'entretenir avec toi en live sur Twitch, et qu'on parle justement de plein de sujets comme ça. Et justement, le lien que tu fais, enfin ta trajectoire aussi, tu disais, tu as travaillé avant sur une série qui s'appelle Last Man, et quand on a discuté, tu nous disais, moi vraiment, je suis lassée de dessiner ces corps d'hommes musclés, virils que je dois dessiner pour cette série, ces espèces de torses de mecs hyper exagérés. Moi, quand je vais pouvoir faire mon truc, à savoir Mars Express, j'ai envie de faire autre chose, en fait, de pas devoir dessiner ça. J'ai envie de parler de femmes, j'ai envie qu'elles soient pas ce qu'elles sont dans la semaine, etc. Est-ce que tu as envie de toucher un mot là-dessus, parce que je trouve ça hyper intéressant?
Oui, alors je vais pas non plus m'étendre à l'infini, mais il y a comment dire. Après, je vais pas complètement cracher dans la soupe de Last Man, Ah bah mais non, non. parce qu'au départ, je trouvais ça sympa de faire un truc de baston un peu viril et tout, mais c'est vrai que, enfin, un dessin animé c'est très long à faire, et donc j'ai passé 3 ans à faire ça, quoi. Et après, c'était l'adaptation d'une bande dessinée, donc il y avait déjà tout un univers que j'ai essayé de me réapproprier comme je pouvais, mais avec les limites que ça permet. Et de fait, oui, il y avait effectivement tous ces mecs torse nu tout le temps. Bon, j'ai appris beaucoup de choses sur les muscles, leur position, etc. Donc je suis content aussi pour ça. Mais c'est vrai que je pense qu'un travail en appelle un autre et donne envie de faire autre chose, hein, tout simplement derrière. Et c'est vrai que c'était aussi parce que Last Man était un projet très référentiel, enfin référencé à une culture pop, baston, un peu 80, 90, etc., d'actionneurs, Schwarzenegger et tout. Et là, ouais, effectivement, une fois que ça c'est fait, moi j'avais plus envie de rentrer dans des considérations plus subtiles, plus questionnantes, et d'autant que quand je pense on est dans la science-fiction, et nous notre film il se passe 200 ans plus tard, si t'es un peu conséquent, tu réfléchis aux conventions qui évoluent forcément, les conventions sociales, les conventions de genre, etc. C'est un film de science-fiction, c'est aussi un peu comme faire un film historique, mais inventé du futur. Et quand on regarde moi je sais que j'ai été influencé, j'ai adoré Lady Oscar par exemple, ou des trucs comme ça, et bon, alors ça se passe pendant la Révolution française, mais les conventions sont différentes un petit peu, etc. Et pour moi, c'est un peu faire la même chose, d'être dans le futur, c'est de réfléchir à comment ça peut évoluer en prenant un petit peu, évidemment, les questions du moment, et de se dire qu'est-ce qui a pris, qu'est-ce qui a pas pris, comment on a fait évoluer les choses, comment les gens s'habillent, etc. quoi. C'est vrai. Et ces choix-là, j'ai envie de dire, de manière un peu provocante exprès, on peut les faire ou on peut ne pas les faire. En l'occurrence, Wendy, toi, tu es un peu spécialiste du roman choral, qui a beaucoup de personnages, et donc beaucoup de personnages égale beaucoup de thématiques qu'on aborde et qui n'ont pas tous les mêmes problématiques, les mêmes rapports à leurs identités, à leur corps, à leur façon d'être. Peut-être c'est trop flou. Non, ça va. Sur la description des corps, il y a certains personnages ne sont pas décrits et c'est exprès. Ouais. Louise, elle parle de son métier de stripteaseuse en disant je balance mes hanches, mes seins, donc on sait qu'elle a des hanches et des seins, qu'elle les nomme comme ça. Mais à aucun moment elle n'est décrite, on ne sait pas quelle est sa couleur de peau, on sait son âge, on sait qu'elle correspond aux normes de beauté nécessaires pour travailler dans ce club, et que c'est un travail, parce qu'elle parle du travail du corps. Mais c'est fait exprès, je voulais pas la décrire. Parce que c'est pas venu déjà, puis c'est pas venu parce que je crois que j'avais envie qu'on puisse projeter ce qu'on voulait. Et Raphaël, Raphaël, je lui ai fait... Raphaël, c'est le déserteur, c'est le fils qui écrit à sa mère pour dire qu'il peut pas être un dominant dans ce système et qu'il s'en va. Et Raphaël, je lui ai fait les cheveux blonds. Et je lui ai fait... Et après, je me suis dit, en fait, les gens vont penser que c'est un homme blanc. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'un de mes fils est blond et il est métis. Et moi, dans ma tête, et il s'appelle Raphaël. Et Et du coup, c'est après que je me suis dit, oui, mais en fait, dans la culture dominante, un blond, c'est un blanc. Enfin, bref. Et du coup, je pense que si on fait une version poche, je vais enlever la référence à la couleur des cheveux. Parce que je veux qu'on puisse projeter en Raphaël aussi n'importe quel type de physique, en fait. Donc je décris son allure, je décris comment il bouge et le fait qu'il a pas l'allure furtive des gens que la police chasse. Parce qu'il y a deux peuples différents dans la cité. Il y a ceux qui sont chassés et ceux qui sont sommés de se reproduire. Donc on sait qu'il appartient à la catégorie des gens qui sont sommés de se reproduire et qui ont le droit de marcher et de pas être poursuivis. Mais je voulais pas non plus donner un physique. Et à travers juste ce détail-là, après coup, je me suis dit, merde. Et c'est venu quand mon ami Marguerin a joué sur scène ce personnage, et Marguerin n'est pas blond, enfin il est rasé. Et du coup, je lui ai dit, on va enlever le on va enlever le moment où on parle de ses cheveux. Après, ah oui, non, faut que j'enlève tout court dans la version poche, il y aura plus.
Mais pardon de court-circuiter, je voudrais savoir pourquoi Colline, parce que j'adore ce prénom. Femme trans que j'ai rencontrée au moment où j'avais compris que j'avais jamais rencontré de femme trans dans ma vie, en fait, ou peut-être que si, mais peut-être pas, et ce qui a informé justement la manière dont j'allais décrire plus tard les choses, ne pas les décrire, en l'occurrence, j'avais fait ce pas pour demander au centre LGBT à Paris, en fait, de rencontrer quelqu'un parce que j'avais besoin de me confronter à cette réalité-là que je ne connaissais pas, en fait, ou que je connaissais de manière très médiatique, tu vois, genre mes parents, la cage aux folles, enfin des trucs à la con, quoi, vraiment. Et la première femme que j'ai rencontrée s'appelait Colline. Et je suis tombé amoureuse d'elle immédiatement, en fait, quoi. Et ça m'a bouleversé très en profondeur. Je l'ai jamais revue. Hein. Et on a parlé 2 heures de tout un tas de trucs qui n'avaient rien à voir avec les raisons pour lesquelles je suis allé la voir. Mais elle m'a touché vraiment au plus profond et j'avais envie de manifester ça d'une certaine manière, je crois. Ouais. On va remercier, tout simplement. Peut-être qu'elle a lu le livre, je sais pas. Et justement, moi, je trouve ça hyper intéressant, le fait que, effectivement, justement, la question venait du fait que toi, tu ne décris pas tes personnages pour plein de raisons, mais toi non plus. Non, jamais. Enfin, je peux décrire genre des yeux ou juste vraiment un détail pareil. Mais en fait, moi, il y a 2 choses. Je suis un peu obsédé par les fringues, donc du coup, j'aime bien décrire des gens par les fringues. Mais en fait, mon problème, c'est plutôt l'affect. C'est-à-dire que alors, enfin, il y a 2 choses. Il y a le fait de pas stigmatiser des corps aussi. Je veux dire, tous les corps existent, tous les corps sont ce qu'ils sont, et moi, j'ai pas envie d'idéaliser, ni de sexualiser, ni de submerger, ni d'assigner ou quoi que ce soit. Donc, je préfère que le champ soit libre. À aucun moment, je vais ne serait-ce que décrire un genre ou une origine, une position, une sexualité. Enfin, je veux dire, c'est pas des choses qui, pour moi, les gens se projettent et puis tout est possible en fait. Donc, dans mes bouquins, il y a des meufs, mais bon, c'est pas, on s'en fout quoi. Et donc, les fringues, c'est autre chose parce que déjà, il y a un jeu avec, il y a un jeu de couleurs au niveau littéraire. Il y a un jeu aussi sur l'écriture de la poétique de mode, hein, qui est une discipline que j'enseigne aussi et que je pratique, c'est-à-dire cette extraction du sens de l'apparition et de la disparition de l'éphémère, d'une certaine manière, et comment est-ce que ça, on peut l'intégrer dans un mouvement, dans une structure, qui soit une robe, qui puisse se dire elle-même, en fait, mais dans le fait de se dire soi-même, dans le fait de se révéler à soi-même, en fait, et d'être l'objet de sa propre existence, en fait, il y a quelque chose qui est plus profond. Alors on peut dire oui, c'est de la superficielle, mais la surface a une profondeur, quoi. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher cette profondeur de la surface, et elle va se chercher dans l'intime. Et l'intime, enfin l'affect. Moi, j'appelle ça l'affect parce que l'intime, c'est très connoté aujourd'hui sur c'est intime, machin, on va parler de relations. Mais non, c'est pas ça. C'est l'affect, la qualia, quoi. C'est-à-dire cette expérience ultime de la subjectivité, cette espèce de chose qui ne peut pas se dire, qui ne se partage que par des espèces de principes régulateurs de langue. Genre j'ai mal, quoi. Ok, mais ça veut dire quoi? J'ai mal. Ok, on comprend qu'on a mal. On comprend mais on a mal comment exactement? Ok, on m'a planté un couteau dans le dos. Alors ça fait quoi? C'est quoi? C'est ta chair qui s'ouvre, la lame, tu sens le froid entre les trucs, ça touche l'omoplate. J'en sais rien en fait. Et alors comment moi je le sens nerveusement? Je sais pas. Donc, mais par contre, on a des mots valises comme ça. Et je me suis dit, est-ce qu'on pourrait avoir d'autres choses que des mots valises pour décrire cette incapacité de communiquer, cette incapacité de se dire finalement et de se révéler. Et donc je suis passé par les fringues et je suis passé par les gestes, de plus en plus par les gestes. Moi, un truc que j'ai compris très important aussi, c'est qu'à un moment donné, quand moi j'ai eu une vie de famille, enfin j'ai une vie de famille au sens avec ma famille qui m'a vu évoluer, et puis j'ai des frères et qui ont soudain eu une sœur, quoi, et ça a été compliqué, pas simple. Et un jour, mon frère me regarde attentivement et il me dit ok, j'ai compris. Et je lui dis t'as compris quoi? Il dit bah maintenant tu finis tes gestes. Et en fait, ouais. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais que des gestes inachevés en moi, quoi. Et qu'il a suffi que je laisse tomber mon intention. Et l'intention, elle est toujours là, au cœur de la révélation de comment on s'exprime et comment on se dit à l'autre, quelque part. Et donc, la littérature, et spécialement la littérature française, hein, qui permet vraiment une poétique très précise de la juxtaposition, de la synchronisation des détails, des couleurs, des mouvements, des gestes et des intentions. Tout ça, ça nous permet de créer une périphérie de sens autour d'un espèce de trou noir comme ça, où se logerait l'affect, l'intime. Et en fait, plus on tourne autour, sans le dire, et plus on le voit, et plus on le devine. Et ça, c'est très beau. Parce que finalement, toutes nos incompréhensions envers l'autre, justement, elles viennent beaucoup des signaux qu'on comprend pas, ou des choses qu'on dit pas, ou des choses qu'on pense être. Alors on s'exprime d'un coup de manière spontanée, et puis en fait on se rend compte qu'on a blessé l'autre, et puis d'un coup on s'approprie l'autre aussi, on s'approprie les choses de l'autre, et puis on se rend pas compte de la violence que c'est que d'aller dans l'espace intime de l'autre comme ça, parce que cet espace intime, il est souvent blur, enfin il est scrambled quoi devant nous, il est pas là quoi, il est fragmenté.
Donc comment recomposer des fragments comme ça d'êtres qui se disent de manière extrêmement subtile. Voilà, c'est ça que j'essaye peut-être de trouver. Ouais. Et c'est marrant parce que ça rebond. Enfin, vous avez vraiment des échos chez les uns les unes les autres qui sont hyper intéressants. Parce que toi, tu parlais tout à l'heure, tu disais et le mouvement. Tu m'as complété en disant et le mouvement. Ça me fait penser aussi à toi, Wendy, quand tu disais, alors peut-être une interview, je sais plus où je t'ai entendu dire ça, mais que tu trouvais que justement l'intime, les émotions, c'était beaucoup plus impudique que les corps et que voilà, t'avais moins de mal à mettre toi, par exemple, ton propre corps en avant, que de dire, enfin, mes émotions, tout ce que je vais véhiculer par le langage, je trouve ça beaucoup plus intime que juste parler des corps. Et je trouve que vous faites assez écho là-dessus. Que toi, Morgane, t'as pris la frange inverse. Tu te dis, ok, moi, je vais aller à fond dans la sexualisation de ce que les gens trouvent dégueu, répugnant, ce que vous voulez, ce que vous n'acceptez pas. Je vais vous montrer qu'en fait, vous allez pouvoir trouver ça beau, érotique, sensuel, en avoir envie, le désirer vraiment, quoi. Je finis comme ça. Vous pouvez tous tout échanger, prendre les micros en vrac. Et toi, en l'occurrence, Lucie, toi, tu n'as que ce physique, que cette apparence-là, et cette question aussi de la sexualisation, de l'érotisation de ce que tu représentes, eh ben, elle est tout le temps là, en fait, aussi. Moi, je pensais juste au fait que si un jour vos livres sont adaptés au cinéma, j'imaginais la complexité de devoir faire un choix pour justement ces personnages. Enfin, je sais pas si vous y pensez quand même, si vous avez quand même une image en tête quand vous écrivez, même si vous voulez pas les décrire. Est-ce que vous avez quand même une représentation? Bon, après, vous avez peut-être pas l'adapter, ou vous avez peut-être pas envie de l'adapter, mais je pensais tout de suite à ça. Je me dis, mais mince, parce que il y a toujours aussi cette déception quand certains livres sortent, qu'on se fait des images de personnages. Il y a un film qui sort et une fois sur deux, c'est ah merde, mais je l'imaginais pas comme ça. Je suis super déçue, voilà. Et donc moi, je pense à ça tout de suite parce que forcément, moi, j'ai besoin d'un visuel et je me dis merde, mais à quoi du coup? Mais je comprends en fait, et c'est ce qui est beau aussi, c'est que tout le monde peut se faire une image, mais voilà. Je me demandais juste si vous, quand même, il y a... Alors j'ai une image assez globale de chacun de mes personnages, mais c'est vrai que pour aucun, par exemple, j'ai une image fixe d'acteur dans la tête. Enfin, je pense que je vois à peu près leurs traits, mais assez flou. Enfin, j'ai vraiment pas un truc hyper... Clairement, je sais à peu près la taille qu'ils font, leur corpulence. Certains traits du visage vraiment typiques, mais j'ai vraiment pas d'idée très très précise de chaque trait du visage. Enfin, aucun de mes personnages, je les vois vraiment comment ils sont. Et est-ce que tu veux revenir sur ce choix justement de l'hyper-érotisation des corps, des fluides, de tout ça? Oui, alors c'est pas présent forcément dans tous mes romans, mais c'est vrai que moi j'aime beaucoup travailler sur les tabous en règle générale. Donc essayer de les briser et toujours montrer une sexualité un petit peu autre. Par exemple, la scène d'amour dans mon premier roman, Dans les veines, ça se passe dans un hôpital à côté d'un cadavre avec une jeune fille qui, à force de fréquenter le vampire, est de plus en plus malade, de plus en plus maigre. Donc c'est une scène d'amour et érotique qui va être décrite juste avec des mots qui vont désigner les os et quasiment aucun mot qui vont désigner la chair. Mais je pense que c'est une scène qui est dérangeante, hein, clairement, mais il y a quand même un certain érotisme dedans. Voilà. Est-ce que toi, Lucie, ça t'est déjà arrivé d'avoir justement des gens qui veulent adapter des choses et que tu doives représenter physiquement et que ça te pose problème plutôt de manière idéologique, j'allais dire, se dire non mais en fait ça, à un moment donné vous êtes sympa, je veux bien travailler pour vous pour le cinéma, mais est-ce qu'on est vraiment obligé? Non, jusqu'à présent, je crois pas m'être retrouvée devant un... Forcément, des fois, je me dis, je pense que ça serait mieux comme ça, mais ce qui est cool, c'est qu'il y a quand même beaucoup de dialogue. Enfin, généralement, on fait confiance aussi à la personne qui fait, et on lui demande son avis. Bon, pas toujours, mais il y a quand même un dialogue. Et c'est vrai que moi, j'ai pas l'habitude de juste faire ce qu'on me demande sans réfléchir à moins que je trouve que l'idée soit géniale et du coup voilà, mais il y a quand même des propositions. Mais non, je crois que j'ai jamais été confrontée à vraiment un truc où je me dis merde, là c'est limite même les scénarios, parce que c'est bête, mais je lis quand même des scénarios, donc en fait j'en refuse aussi quand je me dis non. Là bon, on m'a jamais envoyé quelque chose de vraiment pas possible, mais non, je me dis juste non, là je vois pas trop l'intérêt, voilà.
Mais non, pour l'instant, ça va. On va arriver à peu près au bout de notre heure. Est-ce qu'il y a des sujets, des choses que vous voulez aborder, qu'on n'a pas abordé? Évidemment, en 1 heure, avec plein de gens hyper intéressantes, on peut pas parler de tout. Je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas de personnes dans la salle pour faire passer les micros, je suis en train de me dire. Donc peut-être on peut éventuellement, si personne n'a rien à rajouter, prendre 1 ou 2 questions de gens qui vont devoir parler très très fort, et ensuite on va vite libérer la salle parce que je sais pas où on en est du programme, et s'il y a quelqu'un pile derrière nous, on va faire ça très très vite. Déjà, est-ce que l'un l'autre d'entre vous a des choses qu'on n'a pas dit que ça leur tienne à cœur de rajouter? Non, ça va? Ça va. Est-ce qu'il y a des gens qui ont vraiment des questions qui ont envie de poser et qui se sentent de les poser en parlant très 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 fort? Non, ça va? Non, c'est le matin, il est 11h, enfin il est midi, tout le monde a faim. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Merci beaucoup. Évidemment, j'aurais aimé pouvoir passer 2 heures avec vous, aller encore plus loin dans ces thématiques-là qu'on a fait qu'effleurer. Évidemment, parce qu'on n'a pas le temps d'aller vraiment hyper loin, mais c'était intéressant de mettre en commun vos manières de penser la création de personnages, de penser comment on écrit des corps, comment on écrit des êtres, comment on écrit des identités, pourquoi on fait des choix, d'écrire, pas d'écrire, nommer, pas nommer, représenter physiquement de telle ou telle manière, et c'est des choses qui sont difficiles, et donc merci beaucoup à vous tous et toutes, et j'ai aimé croiser vos points de vue sur tout ça. Voilà, donc merci Sabrina. Alors aussi juste vous dire, évidemment, il y a le salon du livre sur les intergalactiques, on a la chance d'avoir le salon du livre, donc en l'occurrence Wendy, Sabrina et Morgane, vous avez des tables, vous avez vos livres qui sont là-bas, donc vous pouvez aller vous renseigner, discuter avec elles, acheter leurs livres et les lire pour vous faire une opinion. Jérémy, toi, bon, Mars Express pas encore disponible, mais ça arrive bientôt. La semaine est déjà disponible, évidemment, si on a envie de regarder son travail. Lucie, toi, ce qui est super bien et qui est très pratique, c'est que vous avez un accès un peu plus direct au travail de Lucie. Vous avez pas à attendre d'avoir lu toutes les pages pour arriver au bout du truc. Vous pouvez aussi juste, ne serait-ce qu'aller voir ton compte Instagram où il y a beaucoup de tes créations. Vous pouvez regarder les vidéos du Nexus 6 où vous avez aussi toutes les masques, etc., les prothèses que crée Lucie. Donc, je vous invite vraiment à aller voir son travail qui est assez chouette. Puis j'ai lancé une chaîne YouTube. T'as lancé une chaîne YouTube, c'est vrai? Non, mais juste pour expliquer un peu, parce que les gens souvent me demandent, mais attends, mais combien de temps tu mets, comment tu fais ci, ça, et donc j'ai juste fait une petite vidéo. Exactement, et que j'ai adoré, une vidéo sur le bébé Xerlax. Voilà. Si je dis pas comment faire un bébé alien. Comment faire un bébé alien, je vous la recommande aussi. Donc, allez voir tout ça. On est présent et présente sur le reste du festival. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez aussi venir nous voir individuellement. Merci d'être venus. Merci d'avoir rempli la salle. Profitez bien de la fin du festival. Et encore une fois, merci à vous toutes d'avoir joué le jeu, de venir un dimanche à 11h. Merci pour ça. Merci.